Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un petit cours automatique sur l'introduction à l'automatique échantillonnée, on peut aussi dire automatique discrète ou numérique, ça c'est les mêmes termes. Donc je vais supposer que vous avez un petit peu les notions en automatique continue, et donc c'est l'automatique de base qu'on a vu dans les anciennes vidéos, et donc présenter un petit peu les différences et introduire quelques notions de l'automatique discrète ou échantillonnée. Donc un petit rappel, ça c'est un asservissement en continu. On a notre système G2P qui est un système continu. C'est-à-dire qu'il prend en entrée ici une grandeur physique dans toute la plage de valeurs autorisées qui va sortir une grandeur physique ici. H2P c'est le système de mesure qui va renvoyer une information ici qui va être comparée à la consigne et c'est ce qui va donner une erreur, ce qu'on appelle l'erreur. Et cette erreur va passer dans le correcteur pour donner la commande du système. Ça, c'est en continu. Donc tout ça est continu. On a un système continu, un correcteur qui va être continu également. Euh, Continu, ça veut dire que ce correcteur-là, il va être fait par soit des composants mécaniques ou des composants électroniques euh, continus, des résistances, des ampliobes, des choses comme ça concrètement. Donc le système discret, en gros, on a quelque chose qui se ressemble. Donc on a toujours notre système continu et notre capteur ici qui va mesurer. Sauf que toute la partie ici correcteur va être embarquée sur soit un ordinateur, soit un microcontrôleur, un microprocesseur. Donc les calculs n'auront pu être faits de manière analogique, mais vraiment de manière numérique par un calculateur. Donc en fait, les mesures vont devoir être converties de l'analogique vers le numérique pour ensuite être comparées à une valeur de consigne. Ensuite, on a le correcteur numérique ici, et on a un correcteur numérique analogique qui lui va convertir donc ce numérique en tension analogique, enfin en tension en signal analogique qui va pouvoir servir de commande à l'entrée du système. Donc en continu ici, en gros, c'est des composants analogiques, soit mécaniques, ça peut être électronique ou autre. Ici, on va remplacer ça par, on va dire, un calculateur. Ça peut être un PC, un microprocesseur, un microcontrôleur ou un automate. Donc voilà un peu l'idée de où se passe, ou quelle est la différence dans l'automatique discrète par rapport à la thématique continue. Alors, pourquoi passer en échantillonné? Donc il y a plusieurs avantages en fait. C'est qu'on va pouvoir facilement mettre en œuvre des régulateurs assez complexes. Voilà, il y a des. Donc on veut faire des asservissements un petit peu compliqués. L'analogique en est vite limité par des termes par des contraintes de complexité, des choses comme ça, tandis qu'au niveau numérique, c'est assez facile. On peut faire aussi mettre en œuvre des algorithmes qu'on ne sait pas faire de façon analogique, donc qui n'ont pas d'équivalent. L'avantage aussi, c'est que bah, le correcteur numérique, hein, c'est un programme. Hein. Le programme, il ne va pas être sensible aux parasites, à la température ou au vieillissement. Donc les convertisseurs, oui, vont pouvoir l'être, mais le cœur du programme ne le sera pas. Contrairement à si vous avez un correcteur analogique avec des ampliopes, par exemple, bah, les ampliopes vont vieillir, les résistances vont changer, des choses comme ça. Donc on n'aura pas la même fonction de transfert. Tandis que voilà, en numérique, tout ça c'est embarqué sur un microprocesseur. Et donc il n'y a pas de problème de vieillissement ou de parasites. Pareil, si on doit produire 10 millions enfin, 10 millions d'exemplaires du même correcteur, on est sûr qu'on va mettre 10 millions de fois le même code et ça ne dépend pas de valeurs de composants extérieurs qui vont avoir des valeurs avec des tolérances qui vont changer. Donc on n'a pas de dispersion en cas de fabrication en série. En général, l'interface euh, utilisateur, elle est un petit peu plus conviviale, parce qu'on doit faire un correcteur analogique, bah, il faut aller en gros en fonction du domaine où on est. Si c'est en électronique, il va falloir aller souder des cartes, des choses comme ça. Là, en gros, on a un PC, on programme un composant et on l'envoie. Et un avantage aussi, c'est qu'on va pouvoir utiliser un seul processeur, un seul ordinateur pour pouvoir implémenter plusieurs correcteurs, pour pouvoir commander plusieurs systèmes ou pour pouvoir switcher un correcteur par rapport à l'autre. Alors, il n'y a pas que des avantages, hein, il y a aussi quelques inconvénients. Il faut faire attention, alors c'est pas vraiment des inconvénients si on y fait attention, hein. C'est la quantification des convertisseurs. Notre convertisseur, bah, il a un nombre de bits donné.
Ce nombre de bits en fait va limiter le nombre de valeurs qui peut être représenté. Et il faut faire attention à ce qu'on puisse représenter suffisamment de valeurs de manière assez précise pour pouvoir amener le système là où on veut. Il y a aussi des problèmes de précision du calcul numérique. Les calculs sont faits sur un ordinateur, donc il y a les problèmes d'arrondi, les problèmes de troncature, tout ça, ça peut poser des problèmes. Mais encore une fois, hein, si on fait attention, ces problèmes peuvent être contournés. Et il y a aussi le choix de la période d'échantillonnage qui peut être important, hein. On verra tout à l'heure les phénomènes de recouvrement. Donc cette période d'échantillonnage, il faut bien la choisir. Voilà, si on la choisit trop faible, assez faible, on aura des composants qui coûteront pas cher, mais les performances seront moindres. Si on a des périodes d'échantillonnage euh, de bonne qualité, c'est-à-dire avec des faibles valeurs, euh, donc à une haute fréquence d'échantillonnage, on va avoir par contre des composants qui vont coûter très cher, mais on aura des performances meilleures. Voilà, donc c'est pas vraiment des inconvénients, c'est des choses à faire attention en fait, je dirais. Alors on va voir un petit peu ce que c'est l'échantillonnage et la quantification. Donc on a un signal continu ici, un signal analogique, donc qui a une infinité de valeurs ici. Donc à chaque instant il a une valeur qui a un réel, hein, qui n'est pas conscrit à un certain nombre de valeurs, qui appartient au réel. Donc ce signal analogique, la première chose qu'on peut faire, c'est l'échantillonner, c'est-à-dire qu'on va regarder à certains instants. Voilà, l'instant qui sépare deux échantillons, on appelle ça la période d'échantillonnage. Donc déjà, on va regarder à certains instants quelle est la valeur de ce signal ici. Donc ça, c'est quand on va échantillonner, c'est-à-dire qu'on va prendre une valeur à chaque instant. Après, comme on a des convertisseurs analogiques numériques, on a aussi un pas de quantification. C'est-à-dire que notre signal, il peut être assimilé uniquement à un nombre de valeurs prédéfinies. Donc ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 valeurs possibles. Donc le signal, quand il passe entre les deux, c'est soit cette valeur-là, soit cette valeur-là. Ça ne peut pas être une entre les deux, parce que le système ne peut pas se la représenter. Donc on va déjà faire une erreur. Donc si on regarde rien que ici, finalement, quand on a un signal analogique, nous on va considérer ce signal échantillonné et quantifié. On voit déjà que on a des petites erreurs dues à la quantification, et puis finalement entre les deux instants d'échantillonnage on n'a pas d'infos. Donc ça c'est un petit peu embêtant. On va voir tout de suite pourquoi. Alors du coup quand on fait un échantillonnage, forcément on va avoir ce qu'on appelle un bruit de quantification. Donc on a un signal continu, on l'échantillonne, on va l'échantillonner, puis on va considérer nous qu'entre deux instants il est constant. Donc du coup on va avoir ce qu'on appelle un bruit de quantification qui peut être assez important. Donc ce bruit là, on ne peut pas faire sans. En limite, si on échantillonne plus vite, on va réduire le temps ici, donc on va réduire le bruit. Et si on a une bonne résolution, un bon pas de quantification, on va pouvoir réduire ici. Mais voilà, on a toujours ce bruit de quantification qui existe et qu'on ne peut pas supprimer. On peut diminuer, mais on ne peut pas le supprimer. Alors, une petite introduction au peigne de Dirac. Donc, le peigne de Dirac, c'est ce qui va être utilisé mathématiquement pour échantillonner un signal. Donc, je rappelle, le signal de Dirac, c'est un signal qui vaut 0 partout, sauf à t égale 0, il vaut plus l'infini. Le peigne de Dirac, c'est un signal qui vaut 0 partout, sauf aux instants d'échantillonnage. Donc à 0, TE, 2TE, KTE, il vaut 1. Donc le Dirac, il vaut d'habitude, on considère qu'il vaut l'infini. Certains considèrent qu'il vaut 1. Le peigne de Dirac, c'est soit 0, soit 1. Donc on a ce peigne de Dirac ici, et en fait ce qu'on va faire, c'est que le signal analogique, on va tout simplement le multiplier par ce peigne de Dirac pour pouvoir l'échantillonner. Alors ce peigne de Dirac, il a aussi un spectre en fréquence. Ce spectre en fréquence, en fait, il est d'amplitude 1 sur TE à toutes les fréquences d'échantillonnage et à ses multiples. À 0, à FE, 2FE, 3FE, voilà, on a l'amplitude qui est à 1 sur TE. Donc le spectre du peigne de Dirac, se répète comme ça à l'infini. Donc on va faire un petit exemple si vous voulez bien. Donc on va considérer un signal sinusoïdal. Je vais vous demander de faire pause après, d'essayer de le faire.
Prenez votre calculette ou un calculateur autre, n'importe lequel. On va considérer un signal sinusoïdal de fréquence 11 Hz. On va échantillonner ce signal à 10 Hz et je vous demande de remplir le tableau et de tracer le graphe. Alors, quand vous faites ça, faites bien attention. Ici, là, moi j'ai mis 2π, donc ça veut dire que le sinus, il utilise les radians. Donc, pour ça, on va essayer de faire ça sur 10 échantillons ici. Donc, je vous propose d'essayer de faire pause, de remplir le tableau et d'essayer de tracer la courbe. Et après, vous revenez et on va débriefer. Voilà, donc je suppose que vous avez fait pause et que vous avez essayé de le faire. Donc ici, on a tous les échantillons de 0 à 10. Donc on va fixer le temps pour ces échantillons. Donc comme on échantillonne à 10 Hz, ça veut dire qu'on a une période d'échantillonnage à 0,1 seconde. Donc pour l'échantillon 0, on a 0, 1, on a 0,1, etc. 0,1, 0,2, jusqu'à 1 seconde. Ensuite, on appelle la fonction sinus avec cette valeur-là. Et on obtient du coup le signal suivant, ici. Ces valeurs-là. Et si on trace ces valeurs-là, on va obtenir cette courbe ici, là. Voilà, maintenant si je vous demande de... Donc ça c'est le signal échantillonné. Si je vous demande de relier ces points pour avoir à peu près l'allure du signal, ce qu'on appelle le signal apparent, on va obtenir quelque chose comme ci. Donc ici, on a le signal ici. Alors, je reviens juste 2 secondes. Voilà, donc on a été de 0 à 1 seconde. Donc ici, on est de 0 à 1 seconde. Maintenant, si on regarde ce signal, entre 0 et 1 seconde, quelle est sa période et quelle est sa fréquence? Si on regarde ce signal apparent, on voit qu'il a une période de 1 seconde. Et du coup, il a une fréquence de 1 Hz. Alors que dans nos calculs, juste avant, on a demandé un signal avec une fréquence de 11 Hz. Alors, comment ça se fait? En fait, le signal original, c'est celui-là. Mais comme on discrétise mal, le signal apparent, il est de 11 Hz. Alors ça s'illustre assez bien. On va essayer de le faire avec un petit audio. Donc si je vous mets un signal à de 1 kHz. Alors, désolé, ça fait un peu mal aux oreilles. Donc, je vais le baisser un petit peu. Donc ça, c'est un signal de 1 kHz échantillonné à 44 kg, comme du MP3 classique. Maintenant, si je descends un petit peu la fréquence d'échantillonnage, donc je vais vous remettre d'abord le 44 kg. Donc vous entendez bien un beau sinus, une seule tonalité, il n'y a pas de problème. Maintenant, si on descend un petit peu la fréquence d'échantillonnage, on va descendre par exemple à 22 kg. À 22 kg, en fonction de l'âge, vous arriverez à entendre soit une seule fréquence, soit une seule fréquence et une fréquence un peu plus élevée. Par contre, si je descends encore, on va descendre à 11 kHz. Donc, essayez d'écouter vraiment le signal. Donc là, on entend toujours le 1 kg et on entend un bruit très très aigu. Ce bruit très très aigu, il vient au-dessus de ce truc-là. Et si on descend encore, si je descends à 8 kg, on entend là plusieurs signaux. Toujours 1 kg, mais avec des bruits un peu plus élevés. Et si on descend à 2 kHz, on entend un ensemble de tonalités. Alors ce phénomène-là, ça s'appelle le phénomène de recouvrement. Et je vais vous l'expliquer tout de suite. Pour vous l'expliquer, en fait, on va faire le transformé de Fourier d'un signal échantillonné. Donc je vais vous rappeler juste la transformée de Fourier d'un signal. C'est la somme de 0 à plus l'infini de ce signal en temporel fois exponentielle moins j oméga t dt. La décomposition du peigne de Dirac en série de Fourier, un peigne de Dirac, c'est une somme de plus ou moins l'infini. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est le spectre d'un ensemble de sinusoïdes, donc de raies, d'amplitude 1 sur t. Donc si je cherche la transformée de Fourier d'un signal échantillonné, en fait, je prends mon signal échantillonné, c'est S' de t, S étoile de t, c'est st fois p de t. Donc c'est st fois cette somme de sinusoïdes, en fait. Et on va pouvoir calculer la transformée de Fourier de ce signal. Donc je reprends la même formule qu'avant. Donc la transformée de Fourier du signal échantillonné, c'est l'intégrale, j'aurais dû laisser un 0, de moins l'infini à plus l'infini de st fois la somme des sinusoïdes exponentielles moins j oméga t. Alors comme c'est une somme discrète, en fait, on peut la sortir de ce signal ici.
Pareil ici, bah, c'est une constante, on peut la sortir de l'intégrale. Et en fait, on voit que cette, ce spectre du signal échantillonné, c'est la somme, avec une amplitude 1 sur TE, de tous les spectres du signal. Ça, c'est le spectre d'un signal, en fait, euh, du signal échantillonné, décalé de n fois la fréquence d'échantillonnage. Donc, ça veut dire que c'est la somme des spectres décalés de n sur la fréquence d'échantillonnage. Ça veut dire que le spectre, en fait, ce qu'on appelle, il est périodique de fréquence FE. On va proposer un petit graphe. Ça va peut-être un peu plus parlant. Donc, si j'ai un signal temporel ici, je fais ça transformer de Fourier, j'ai son spectre qui ressemble à ça. Je vais l'échantillonner, donc je prends mon peine de Dirac, j'essaie de transformer de Fourier. Donc, c'est des raies espacées de fréquence FE. Donc, toutes les FE, j'ai une raie. Et finalement, ici, j'ai le signal échantillonné. Et si je fais ça transformer de Fourier, en fait, ce spectre-là, je vais venir le recopier autour de chaque raie. Du coup, on voit bien que si le spectre ici, il est un petit peu trop grand, bah, s'il vient trop grand ici, il va commencer à venir se mélanger ici. Il va venir se mélanger. Et c'est ce qu'on appelle le phénomène de recouvrement, en fait. Alors, ça, c'est vrai si le signal est échantillonné. En général, il est ce qu'on appelle échantillonné bloqué, c'est-à-dire que il est maintenu constant pendant la période d'échantillonnage. Donc, s'il est échantillonné pur, théoriquement, on a des amplitudes, toujours la même amplitude. Échantillonné bloqué, on va avoir l'amplitude qui va diminuer en fonction, plus la fréquence va augmenter. Mais donc, du coup, ce phénomène de recouvrement, en fait, il a été présenté par le théorème de Shannon, qui vous dit que tout signal S de t qui possède un spectre de fréquence limitée à plus ou moins Fmax peut être transformé par un échantillonnage périodique de fréquence FE supérieure ou égale à 2 Fmax, sans aucune perte d'information. Donc finalement, quand on a entendu les signaux sinusoïdaux tout à l'heure, nous on entend à peu près entre 0 et 10-20 kHz. En fonction de l'âge, ça descend un petit peu, mais on va dire 20 kHz. Donc si j'échantillonne à 44 kg un signal de 1 kHz, j'entends juste sa composante principale. Si je viens échantillonner plus bas, eh ben, je vais répliquer sur d'autres fréquences ce signal à 1 kHz et je vais les entendre vu qu'ils vont être dans ma bande passante de mon oreille. C'est pour ça qu'on entend 1 kHz et puis d'autres fréquences aussi. C'est pour ça qu'on a ce phénomène-là. Alors, une petite particularité, c'est voilà, le spectre de fréquence est limité à plus ou moins Fmax. Ça ne veut pas dire que c'est la fréquence max. Alors généralement vous avez des signaux qui n'ont qu'une certaine bande de fréquence, comme la voix par exemple. La voix c'est autour de 400 Hz, 4 kg je crois, quelque chose comme ça. Elle est limitée en fréquence. Donc on n'a pas besoin d'échantillonner à la fréquence max en fait. C'est vraiment la gamme de fréquences. Voilà. Si vous voulez voir un petit peu ce que fait un bon échantillonnage ou un mauvais échantillonnage sur des vidéos, je vous ai préparé une autre vidéo avec 5 musiques assez connues, échantillonnées très très bas et puis on augmente petit à petit l'échantillonnage et on voit qu'au début, enfin on entend qu'au début avec un échantillonnage vraiment faible, c'est impossible de retrouver la chanson. Et plus l'échantillonnage augmente, on commence à avoir les basses qui commencent à être à peu près claires et puis après on commence à avoir un peu plus les aigus et à la fin, voilà, quand on a échantillonné correctement, ben, on est capable de reconnaître le morceau. Je vous invite à y aller, il n'y a pas d'obligation là-dessus, mais ça peut toujours faire un blind test assez sympa. Voilà, alors en réalité, en fait, les spectres ils sont rarement bornés en fréquence. Ils continuent toujours, ils continuent toujours un petit peu dans les hautes fréquences. Alors en général, on va supposer voilà, qu'au bout d'un moment, l'information elle est négligeable sur les hautes fréquences et on va essayer de le borner comme ça. Du coup, ce choix de la période d'échantillonnage, il va être important. Si on échantillonne pas assez, on va perdre de l'info. On dit théorème de Shannon parce que les infos vont se mélanger et on va pas savoir si c'est de la haute fréquence ou de la fréquence basse de la porteuse au-dessus, enfin de la répétition d'au-dessus. Et par contre, si elle est trop grande, ça veut dire que le microcontrôleur va coûter super cher. Et quand on va commencer à faire des calculs, il va falloir le temps que le calcul se mette en place, on va introduire un retard.
On va avoir du bruit sur le calcul quand on va calculer les dérivées, parce que si on calcule une dérivée numériquement, on va faire une variation sur le dt, et si le dt est très petit, bah, ça va nous faire des grandes valeurs de dérivée, donc du coup du bruit. Alors il y a M. Sevelli qui a donné un compromis, voilà, que la période d'échantillonnage, ça doit être à peu près entre taux sur 9 et taux sur 4,5 si on est sur un système du premier ordre. Et monsieur, alors j'espère que je le prononce bien, monsieur Buller, voilà, en gros c'est taux sur 5 ou TE sur une grosse formule pour un deuxième ordre. Voilà, en général, on va parler plutôt en termes de temps de réponse. Une période d'échantillonnage qui est à peu près un dixième du temps de réponse, en général ça suffit. Après, voilà, si on peut descendre encore en dessous à moyen financier constant, on n'hésite pas, on le fait. Voilà, on va dire qu'un dixième, un cinquième, voilà, en dessous d'un cinquième, ça commence à être un petit peu dur, surtout si on veut faire de l'asservissement un petit peu rapide. Voilà, j'espère que cette vidéo d'introduction à l'automatique discrète a été assez claire. On a introduit quelques petits éléments. Donc le principal, c'est la période d'échantillonnage. Sur les prochaines vidéos, on verra quelques notions un peu plus mathématiques et puis on reprendra les notions de stabilité, de précision et de service. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.